Le 11 mars 1978, Paris s'éveille sous une pluie fine. Dans un appartement cossu de l'avenue Kléber, le silence règne, seulement troublé par le goutte-à-goutte d'un robinet. Quelques minutes plus tôt, l'homme le plus adulé de la chanson française vivait encore. Claude François, Clo-Clo, idole des foules, venait de rentrer d'une série de concerts, fatigué, nerveux, obsédé comme toujours par le moindre détail. Une lampe dans sa salle de bain vacillait. L'éternel perfectionniste n'a pas supporté l'idée d'une imperfection. Pieds nus, il a tendu la main, ajusté l'ampoule au-dessus de la baignoire. L'instant d'après, un éclair. Son corps s'est figé, secoué par la décharge. Puis plus rien. À 39 ans, l'homme qui faisait danser la France n'était plus. La nouvelle s'est répandue comme une onde de choc. La radio interrompit ses programmes, les journaux titrèrent en lettres noires « Clo-Clo est mort ». Devant son domicile, des centaines de fans en larmes se rassemblèrent, incrédules, incapables d'accepter que l'icône de leur jeunesse ait disparu aussi brutalement, dans une banalité tragique. Mais qui était réellement Claude François? Derrière les costumes scintillants, derrière les chorégraphies millimétrées et les refrains entraînants, se cachait un homme rongé par l'obsession de la perfection, par la peur de retomber dans l'ombre. Un homme qui avait bâti son empire à la force de ses ambitions, mais qui vivait prisonnier de ses propres exigences. De l'enfance en Égypte au triomphe des années yéyé, de l'invention des Claudettes à l'immortalité de Comme d'habitude, devenu Maoué, Clo-Clo fut à la fois un bâtisseur et un tyran, un amant passionné et jaloux, un patron redouté et admiré. Sa vie fut une danse effrénée entre lumière et ténèbres. Son destin s'est refermé brutalement dans une salle de bain, mais son mythe, lui, continue de rayonner. Car Claude François n'était pas seulement un chanteur. Il était le miroir d'une génération, l'incarnation d'une France insouciante et festive, mais aussi l'exemple saisissant du prix à payer pour briller trop fort. Alors, plongeons ensemble dans l'histoire de cet homme qui voulait tout contrôler, mais que la mort a surpris au moment le plus trivial. Voici l'envers de la gloire de Claude François. Claude-Antoine-Marie François naît le 1er février 1939 à Ismaïlia, en Égypte, au bord du canal de Suez. Le décor de son enfance est à la fois exotique et fragile. Une ville coloniale, baignée de soleil, où les familles européennes vivent encore dans l'illusion d'une stabilité que l'histoire s'apprête à balayer. Son père, Aimé François, est cadre supérieur de la Compagnie du Canal de Suez. Sa mère, Lucia, d'origine italienne, apporte à la maison une sensibilité musicale et une exigence farouche pour l'éducation de ses enfants. Le petit Claude grandit donc dans une bulle de confort apparent. Uniformes impeccables, rigueur militaire, tradition bourgeoise. Mais dès l'enfance, il se distingue par une énergie débordante, une incapacité à rester en place. On raconte qu'il battait des rythmes sur toutes les surfaces, comme si la musique pulsait déjà dans ses veines. Pourtant, sous ce soleil d'Égypte, se dessine aussi la première ombre, l'autorité implacable de son père. Aimé François, homme rigide, voit d'un très mauvais œil les penchants artistiques de son fils. Pour lui, l'avenir doit se construire dans la discipline et la stabilité, loin des fantaisies musicales. Claude intériorise alors une blessure, ce besoin viscéral de prouver, coûte que coûte, qu'il peut réussir. En 1956, la crise de Suez éclate. La famille François, comme tant d'autres Européens, est contrainte d'abandonner son foyer, ses habitudes, ses privilèges. En un éclair, tout s'écroule. L'adolescent de 17 ans se retrouve déraciné, transplanté en France, un pays qu'il connaît à peine et où il n'est personne. Ce traumatisme, passé du confort colonial au statut de réfugié, marquera profondément sa psyché. Claude comprit alors que rien n'est acquis, que la gloire comme le confort pouvaient disparaître du jour au lendemain. À Monaco, où la famille s'installe un temps, il tente de suivre la voie tracée par son père. Études de comptabilité, rigueur académique. Mais le cœur n'y est pas. Son obsession reste la musique. Le soir, il s'échappe en cachette pour jouer du violon, puis de la batterie, s'inspirant du swing américain et des rythmes latins qui envahissent les bals. Il découvre aussi Elvis Presley, Bill Haley, les pionniers du rock'n'roll. Ces sons étrangers deviennent pour lui une révélation. Ils incarnent la liberté, l'audace, le contraire exact de la vie étriquée qu'on veut lui imposer. Les tensions avec son père deviennent explosives. Aimé François le traite de bon à rien, incapable de construire un avenir stable. Claude encaisse, mais chaque mot se transforme en carburant. C'est ce rejet paternel qui forge en lui une détermination sans faille.
Il se jure qu'il ne sera jamais un raté. Cette soif de reconnaissance, ce besoin maladif d'être aimé, applaudi, acclamé, naît précisément dans cette confrontation familiale. La mort de son père, survenue en 1961, avant que Claude n'ait prouvé sa valeur, sera une cicatrice éternelle. Il n'aura jamais l'occasion de lui montrer que, par la musique, il pouvait conquérir le monde. C'est peut-être là que naît son perfectionnisme obsessionnel, ce désir irrépressible de contrôler chaque détail, comme pour compenser l'absence de validation paternelle. Dans ses années de formation, Claude François se construit donc comme un être double. D'un côté, le jeune homme déraciné, hanté par la peur de l'échec, qui porte encore en lui l'humiliation de l'exil. De l'autre, l'artiste en devenir, nourri par les rythmes anglo-saxons, prêt à embrasser la modernité et à électriser les foules. Ce mélange de fragilité et d'ambition démesurée sera la matrice de tout ce qui suivra. Car derrière l'homme en costume pailleté que la France allait adorer, il y avait déjà ce petit garçon qui battait la mesure avec ses doigts sur une table, cherchant désespérément l'attention d'un père qui ne l'écoutait pas. À la fin des années 1950, le jeune Claude François débarque à Paris avec une certitude intime. Il ne sera pas comptable, il ne sera pas fonctionnaire, il sera chanteur. Mais comment s'imposer dans une capitale où des centaines de jeunes musiciens rêvent déjà de gloire ? Ses débuts sont marqués par la débrouille. Il joue de la batterie dans de petits orchestres de danse, anime des bals de province, accepte n'importe quel contrat pour survivre. On le voit sur la Côte d'Azur, élégant mais encore timide, tentant de séduire un public distrait par ses reprises de standards américains. Déjà, son obsession du détail frappe ses collègues. Claude ajuste son costume pendant des heures, répète chaque geste, corrige la moindre fausse note. Pour lui, la scène doit être parfaite, même si la salle est presque vide. En 1962, la rencontre avec le producteur Jacques Pley change sa trajectoire. Ce dernier perçoit dans ce jeune blondinet l'étincelle qui manque à la scène française. Un mélange de charme, d'énergie et de rigueur. La même année, Claude sort Belle, 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 adaptation française d'un tube américain. Succès immédiat. La France découvre Clo-Clo. Son sourire éclatant, ses déhanchements millimétrés, ses refrains accrocheurs font de lui l'idole des adolescents. Dès lors, la machine est lancée. Chaque année, Claude enchaîne les hits. Si j'avais un marteau, cette année-là, le lundi au soleil. Son style tranche avec celui des chanteurs rive gauche. Là où les Brel, Brassens ou Ferré misent sur la poésie et l'intensité littéraire, Claude François assume la légèreté, la danse, l'entertainment pur. Ce choix lui attire des critiques féroces de l'intelligentsia musicale, qui le traite de chanteur pour midinette. Mais lui s'en moque. Il veut le public, les cris, la ferveur. Et le public lui appartient. Sa carrière prend une dimension industrielle. Inspiré par les shows américains, Claude invente les Claudettes, ces danseuses attitrées qui deviennent l'extension de son image glamour. Il supervise chaque chorégraphie, chaque tenue. Le spectacle n'est plus seulement de la musique. C'est un univers total, pensé comme une marque. Derrière le sourire, on découvre un patron intraitable, un bourreau de travail qui ne tolère pas l'imperfection. Ses collaborateurs racontent ses colères, ses obsessions, ses nuits blanches passées à réécouter des enregistrements pour traquer le moindre défaut. Puis vient Comme d'habitude, en 1967. Écrite après sa rupture avec France Gall, la chanson raconte la monotonie d'un couple en train de mourir. Succès en France, mais c'est surtout son destin international qui bouleversera tout. En 1969, Paul Anka adapte le morceau en anglais « My Way ». Interprété par Frank Sinatra puis Elvis Presley, il devient l'un des titres les plus repris de l'histoire. Ironie tragique, la chanson qui fera de Claude François une légende mondiale n'est pas sa voix que le monde retiendra, mais celle d'autres géants. Dans les années 1970, alors que la vague yéyé s'essouffle, Clo-Clo réussit à se réinventer. Il embrasse le disco naissant, modernise ses shows, s'entoure de jeunes talents. Alexandrie Alexandra, sortie en 1977, incarne cette nouvelle direction. Festive, sensuelle, irrésistible. La jeunesse française continue de se reconnaître en lui, tandis que les anciens fans restent fidèles. Peu d'artistes ont su traverser ainsi 2 décennies de mutation musicale sans perdre leur public. Mais derrière les paillettes, la machine s'emballe. Claude François ne se contente plus d'être chanteur, il est devenu une véritable entreprise.
Production musicale, merchandising, maison d'édition, il contrôle tout. Cette réussite fulgurante nourrit sa fierté mais accroît aussi son isolement. Car plus il monte, plus il doit lutter pour rester au sommet. À la fin des années 1970, Clo-Clo est partout. Télé, radio, journaux. On ne peut traverser la France sans entendre ses refrains. Pour beaucoup, il incarne l'insouciance, le rythme d'une époque. Mais déjà, sous cette gloire éblouissante, des fissures apparaissent. Derrière les sourires, l'homme s'épuise, prisonnier de son image. Il a conquis la gloire, mais bientôt il va découvrir son envers. À mesure que les projecteurs s'intensifiaient, les ténèbres derrière le rideau devenaient plus profondes. Claude François, adulé par des millions de fans, vivait dans une prison dorée qu'il avait lui-même construite. Derrière chaque sourire, chaque chorégraphie enjouée, se cachait un homme tenaillé par la peur de décevoir, obsédé par le contrôle absolu. Son perfectionnisme, d'abord moteur de sa réussite, se transforma peu à peu en tyrannie. Dans les répétitions, il pouvait exploser de colère pour une main mal placée, un pas mal exécuté. Les Claudettes, souvent jeunes et impressionnables, subissaient son exigence quasi militaire. Certaines se souvenaient d'heures d'entraînement interminables, de larmes retenues, de la peur de ne pas être à la hauteur. Claude, lui, voyait cela comme une nécessité. Si ce n'est pas parfait, ce n'est rien. Ce besoin maladif de contrôler son image envahissait chaque recoin de sa vie. Toujours impeccable, jamais un cheveu hors de place, il passait des heures devant le miroir. Il cachait ses insécurités derrière une façade impeccable, teint hâlé, sourire éclatant, costume scintillant. Le moindre signe de fatigue devenait pour lui une menace, comme si, derrière l'idole, l'homme ne pouvait exister. Dans sa vie intime, la même spirale se répétait. Avec France Gall, son grand amour des années 1960, il vécut une relation passionnelle mais destructrice. Généreux et attentionné en public, il devenait jaloux et possessif en privé. L'idole des foules craignait de perdre celle qu'il aimait, et sa jalousie étouffa peu à peu leur histoire. La rupture fut brutale, douloureuse, et inspira directement, comme d'habitude. Mais même après, il ne cessa jamais de multiplier les conquêtes, sans jamais trouver une paix durable. Ses compagnes le décrivaient comme charmeur mais instable, capable de passer de la tendresse la plus douce à des colères imprévisibles. Au fil des années 1970, son rythme de vie s'accéléra jusqu'à l'épuisement. Concerts, enregistrements, émissions télé, promotions, Claude François ne s'arrêtait jamais. Chaque journée ressemblait à une course contre la montre. La peur de tomber dans l'oubli le hantait. Il surveillait sans cesse ses concurrents, se comparait, cherchait à être toujours plus grand, toujours plus éclatant. Mais à force de vouloir briller plus que les autres, il brouillait ses propres ailes. Cette frénésie s'accompagnait d'une solitude grandissante. L'idole n'avait plus le temps d'être simplement un homme. Entouré d'admirateurs, de collaborateurs, de danseuses, Claude demeurait pourtant seul face à lui-même. Ses proches racontent ses insomnies, ses angoisses, ses moments de doute où, dans l'intimité, il laissait tomber le masque. Derrière Clo-Clo, il y avait Claude, un homme fragile, tourmenté, enfermé dans son personnage public. Son rapport à l'argent et au succès reflétait cette insécurité permanente. Il investissait dans tout, immobilier, entreprise, édition. Il voulait être intouchable, bâtir un empire. Mais plus il gagnait, plus il craignait de perdre. Cette anxiété le poussait à travailler sans relâche, à exiger l'impossible de lui-même et des autres. Vers la fin des années 1970, malgré ses triomphes disco, Claude François était un homme au bord de la rupture. Extérieurement, il était au sommet. Intérieurement, il s'effritait. Les tensions, les angoisses, les excès formaient une ombre grandissante sur sa gloire. Il n'avait que 39 ans, mais il vivait comme si chaque jour pouvait être le dernier. Peut-être sentait-il confusément que le temps lui échappait. Peut-être savait-il, au fond de lui, qu'on ne peut pas briller éternellement sans se brûler. Et un jour de mars 1978, cette ombre allait l'engloutir pour toujours. Mars 1978. Claude François est au sommet de sa carrière. Ses dernières chansons, Magnolias Forever et Alexandrie Alexandra, résonnent partout, annonçant un printemps flamboyant. Ses concerts affichent complets, la télévision le réclame sans cesse, et son public, des adolescents des années 60 désormais adultes, continue de le suivre avec la même ferveur. Tout semble sourire à l'idole. Mais derrière les rideaux,
la fatigue et la tension l'écrasent. Le 10 mars, il participe à l'émission numéro 1 sur TF1. Fidèle à lui-même, il exige que tout soit impeccable. Costumes ajustés, lumière millimétrée, danseuse synchronisée. Personne ne se doute que ce sera sa dernière apparition télévisée. Cette nuit-là, il rentre chez lui, épuisé, mais encore animé par ses obsessions. Le lendemain matin, 11 mars 1978, il se lève tôt, dans son appartement de l'avenue Kléber à Paris. Le ciel est gris, une pluie fine enveloppe la ville. Claude prépare son départ pour un week-end en Normandie. Mais un détail attire son attention. Une ampoule au-dessus de sa baignoire clignote. Pour un autre, ce serait insignifiant. Pour lui, c'est une offense à son univers parfait. Il ne supporte pas l'imperfection. Il entre dans la salle de bain. Pieds nus, encore fatigué, il monte sur le rebord de la baignoire pour ajuster la lampe. Ses mains humides saisissent le support. En une fraction de seconde, une décharge électrique traverse son corps. Ses muscles se contractent violemment. Il tombe, foudroyé, dans l'eau. L'idole des foules vient de mourir. Seul, dans un geste dérisoire. La nouvelle se répand avec la vitesse de l'éclair. Les radios interrompent leur programmation. Claude François est mort. En quelques heures, des foules en larmes se rassemblent devant son immeuble. Les fans hurlent, certains s'évanouissent, d'autres refusent d'y croire. Comment le roi de la chanson, celui qui incarnait la vitalité et la fête, a-t-il pu disparaître de manière aussi absurde? Son décès est un choc national. Dans les jours qui suivent, des milliers de personnes assistent à ses obsèques à Dannemois, son village de l'Essonne où il possédait une propriété. Le cercueil, porté par ses proches, est couvert de fleurs. Les fans hystériques se pressent, pleurent, s'agrippent aux barrières. L'ambiance ressemble moins à un enterrement qu'à une cérémonie pour un roi déchu. Ce contraste sidérant entre l'éclat de sa vie publique et la banalité tragique de sa mort nourrit immédiatement la légende. Claude François rejoint, dans l'imaginaire collectif, le panthéon des idoles disparues trop tôt. Elvis Presley, mort l'année précédente, Janis Joplin, Jim Morrison. Comme eux, il quitte la scène en pleine gloire, laissant derrière lui un vide immense et un mythe indestructible. Mais ce qui frappe, c'est la symbolique de sa disparition. Lui qui avait toujours cherché à contrôler chaque détail de sa vie, à dominer son image, meurt justement à cause de cette obsession du détail. La lampe vacillante au-dessus de sa baignoire devient le miroir tragique de toute son existence. Vouloir que tout soit parfait, jusqu'à la moindre ampoule, l'a conduit à la mort. Dans les semaines qui suivent, la France entière vit au rythme de ses chansons. Les radios diffusent en boucle, comme d'habitude, Alexandrie Alexandra, le lundi au soleil. Les disques se vendent par millions. Clo-Clo, absent physiquement, est plus présent que jamais. Ses refrains deviennent des hymnes, ses images envahissent journaux et télévisions. Sa mort a figé son image, celle d'un homme jeune, énergique, éternellement en mouvement. Ainsi s'achève le destin d'un homme qui, en 39 ans, aura connu l'exil, l'humiliation, la gloire et enfin la chute. Sa disparition brutale, absurde, transforme son histoire en tragédie moderne. Claude François ne vieillira jamais, il restera pour toujours ce chanteur bondissant, ce perfectionniste obsédé, cette idole fragile que la mort accueillit au moment le plus inattendu. La mort de Claude François, aussi soudaine que dérisoire, aurait pu n'être qu'un fait divers tragique, mais elle a transformé l'homme en mythe. Plus de 40 ans après sa disparition, son ombre plane encore sur la chanson française. Son héritage musical est immense. Comme d'habitude, devenu My Way, a fait le tour du monde, porté par Sinatra, Presley ou encore Sid Vicious. Ironie de l'histoire, la chanson la plus universelle du répertoire français n'est connue à l'international que dans sa version traduite, mais son origine demeure indissociable de Claude François. À travers ce morceau, il a inscrit son nom dans l'histoire mondiale de la musique. Ses propres titres, eux,
continue de traverser les générations. Alexandrie Alexandra, Cette année-là, Magnolias Forever. Il résonne encore dans les soirées, les mariages, les stades. Peu d'artistes peuvent se vanter d'avoir conservé une telle vitalité posthume. Ces refrains sont devenus des madeleines musicales, rappelant aux uns leur jeunesse, aux autres une époque révolue de légèreté. Mais au-delà des chansons, Claude François a laissé un modèle. Il fut l'un des premiers à comprendre que la musique devait s'accompagner d'un univers visuel, d'un marketing, d'un empire. Ses Claudettes, ses shows millimétrés, son sens du spectacle ont inspiré des générations d'artistes. Avant Johnny, avant Mylène Farmer, avant les méga-shows modernes, Clo-Clo avait ouvert la voie. Bien sûr, son héritage est aussi complexe. Certains retiennent l'homme tyrannique, l'amant jaloux, le patron intraitable. D'autres soulignent son courage, son audace, sa capacité à transformer chaque échec en tremplin. Son image, aujourd'hui encore, oscille entre admiration et critique, comme pour rappeler que derrière l'icône se cachait un être humain imparfait. Peut-être est-ce là, justement, la vraie leçon de Claude François. Qu'un homme peut briller de mille feux et pourtant être rongé par la peur. Qu'une idole peut faire danser tout un pays, mais mourir seul, victime d'un détail insignifiant. Qu'au fond, la gloire n'est jamais qu'un masque fragile. Claude François restera éternellement ce paradoxe. Le roi du soleil, mort dans l'ombre d'une salle de bain, l'idole des foules emportée par sa propre obsession. Et si son histoire continue de nous fasciner, c'est parce qu'elle nous révèle ce que cache toujours l'éclat des projecteurs, l'envers de la gloire.